Je suis Yann Vincent, je suis historien et je vais évoquer un sujet que déjà Philippe a commencé à présenter, sur un sujet qui est un peu inattendu, sur tourisme et guerre. Vous aurez bien compris, hein, j'ai un VRP de luxe maintenant, hein, je sais sur qui je peux pouvoir compter pour diffuser plus encore ce travail qu'on a effectué avec Yves-Marie Evano, qui est intervenant à l'UCO Bretagne Sud, et une vingtaine de chercheurs qui nous avaient soutenus dans cette initiative pour évoquer un sujet qui, quand on l'a lancé en 2014, était encore relativement méconnu, même si John Walton ou Richard Butler avaient déjà commencé à travailler un petit peu sur ce sujet-là. C'est vrai que les historiens ont également désormais mieux investi cette affaire. Je commence tout de suite par évacuer le discours « Nous sommes en guerre hein, », parce qu'il y en a certains qui ont dû se dire « Ah, bah, c'est parce que Emmanuel Macron a évoqué en mars 2020 cette fameuse idée, mais c'était plus une question d'obtenir, on va dire, l'union nationale, parce que l'union sacrée... En 1914, c'était compliqué, peut-être aussi la l'union sacrée, mais encore aujourd'hui, je crois que ça peut être très très compliqué de ce point de vue-là. Et je vais parler de ce sujet en deux temps, sur ce tourisme durant la guerre, c'est-à-dire comment le tourisme se développe durant la période de guerre, durant la crise géopolitique. Mon fil rouge, c'est la Première Guerre mondiale, mais vous aurez vu, grâce à la petite affiche, que je vais essayer d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un casque de Seconde Guerre mondiale qu'on voit là, et même des guerres jusqu'à nos jours, et aussi d'autres crises, tant qu'à faire, autant mettre tout cela en miroir des différentes crises que peut connaître le tourisme. Et ma première partie sera la plus longue, donc si vous ne voyez pas beaucoup défiler d'images au début, vous inquiétez pas, enfin, pas tout de suite. Et dans la deuxième partie, donc ce sera plus un développement en lien avec le tourisme et la guerre, mais après la guerre, comment justement on essaye d'utiliser ces périodes de crise géopolitique et de crise sociale ou économique pour développer une activité touristique. Je terminerai tout ça par un petit film promotionnel, ce qui permettra à ceux qui se sont endormis de se réveiller doucement, ça va faire comme un générique de fin de film. Et à ce moment-là, on sera reparti pour discuter de ce sujet et évidemment, on aura l'occasion d'évoquer toutes ces perspectives. Premier point, évidemment, je remercie Philippe Duhamel et Lydie Juisse qui ont consacré beaucoup de temps à l'organisation de ces journées, de cette journée qui j'espère sera fructueuse. Et j'ai un petit mot également pour Guillaume Bastien pour la mise en place technique de tout cela, ce qui est toujours aussi pas une mince affaire, et je pense que c'est important de le rappeler. Le tourisme et guerre. Voilà, si ça veut. Non, tu veux pas comme ça? Hop là. Alors, on va voir un peu de pays, tant qu'à faire. Et d'abord, le premier point que je souhaite développer, parce que ça ne vient pas toujours à l'esprit, c'est que du tourisme pendant la guerre, il y en a. Alors, certes, en 1914, pour vous rappeler, faire un petit cours d'histoire, mais très rapide, 30 secondes, la déclaration de guerre, elle intervient à la fin du mois de juillet et début du mois d'août, pour une bonne partie des belligérants, pas tous. Et donc, comme le dit Guillaume Apollinaire, qui est dans la région de Deauville à l'époque, presque tout le monde fout le camp. Donc, en effet, c'est quelque chose d'un peu nouveau. La conscription en France fait que les hommes doivent rejoindre le plus rapidement leur lieu où ils sont appelés à se rassembler, et les familles suivent. Et tout le monde donc rentre chez soi ou rentre à la caserne. Donc les professionnels sont désemparés par rapport à ça. Ils le seront tout autant en 1915 quand ils vont voir revenir les gens. Alors là, ils ne s'entendaient pas du tout à ça. Et donc évidemment, ça va un petit peu les perturber dans leur stratégie. On va évoquer les stratégies qui se mettent en place en 1914-1915. Mais c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Et on a ici une magnifique photographie sur la grande plage de Quiberon, lors de l'été 1917 par le préfet de l'Inde, parce que le préfet de l'Inde
passe ses vacances en Bretagne en 1917, donc un fonds qui se trouve aux archives départementales du Morbihan. Alors, ce n'est pas l'intervention de Jacques Mouret, parce que certains pourraient se dire ah ben c'est sur le changement climatique ou pas, parce que la Bretagne, là, les parapluies sont sortis, donc il n'y a pas de changement climatique en fait. Alors je dis mauvais esprit, non, non, hein, oui, je vois, il y a des Bretons qui font ça. Hein, les parapluies sont sortis pour se protéger du soleil, parce que la mode du bronzage se popularise véritablement dans les années 20, et là, je ne sais pas si je ne vais pas perdre quelques personnes qui vont dire protéger du soleil en Bretagne. Non. Bon. Et donc, alors ça va me servir de décor, hein, pour le site, mais cette situation du tourisme et des touristes durant la guerre et durant les guerres, bien, elle amène évidemment des questions d'acceptabilité. Oui, d'acceptabilité. Et d'abord des touristes, évidemment, hein, parce que c'est une activité de loisir et on a tôt fait de considérer finalement ces touristes un petit peu comme les embusqués. Hein, il y a les embusqués à l'arrière du front, ceux qui ne partent pas à la guerre et qui ont trouvé des postes à l'arrière pour, d'une certaine manière, ne pas souffrir. Ben, on a un petit peu ce même discours avec les touristes, alors qu'avec Yves-Marie Evano, on pense que finalement, ce tourisme, c'est un petit peu les permissions de la société civile, hein, qui est particulièrement sollicitée durant les guerres du XXe siècle. On parle de guerre totale, notamment en lien avec la Première Guerre mondiale, même si c'est une construction qui intervient un petit peu après, quoique Ludowski c'est 1916. Donc ce concept de guerre totale, hein, c'est finalement les objectifs de guerre qui s'emparent de l'entièreté des sociétés civiles et qui fait que ce contexte de guerre est conditionné économiquement, politiquement, socialement par cet objectif de réussir la guerre et de vaincre, hein, de triompher. On parle souvent, on utilise aussi souvent la théorie de Clausewitz sur la guerre absolue. Un sujet qui, depuis les années 2010, est d'ailleurs remis un petit peu en question, et le tourisme joue de ça, parce que les travaux sur le tourisme montrent qu'en fait, sans doute, la guerre totale, c'est une construction un petit peu simpliste. On a notamment les travaux d'Erwan Le Gall qui, pour justifier son approche, lui va parler de détotalitarisation. Voilà, hein, je suis dit, j'allais avoir du mal à bien prononcer ça. J'ai pas fait mon krasuki avec les chiffres et les lettres, mais bon, d'une certaine manière, j'ai quand même dit à Erwan, si tu pouvais changer le titre de ton concept, ce serait sympa. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc on a cette critique, hein, sur cette activité touristique qui doit se faire finalement de manière relativement discrète. Et pourtant, hein, les acteurs sont bien conscients de toute l'importance de l'activité touristique au moment de ces crises. Et on a, alors là j'utilise un exemple de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il est particulièrement parlant, le témoignage du maire des Sables-d'Olonne, hein, qui se confie dans un courrier au président de l'Association nationale des maires et délégués de la Chambre d'industrie en novembre 1939, donc on est en période de guerre, hein, la guerre de 39-45 pour la France, elle commence en septembre. Je le cite, les stations, surtout les stations balnéaires, on est au Sables-d'Olonne, hein, sont trop communément considérées comme des lieux de plaisir dont on peut se passer en temps de guerre. Bon, aujourd'hui, on dirait les lieux non essentiels, quoi. Hein. Si l'on risque une observation à ce sujet, on est aussitôt considéré comme manquant d'humanité ou de patriotisme, et comme favorisant un mercantilisme condamnable. Et cependant, il n'est pas douteux, d'une part, que nombreuses sont les personnes qui viennent réellement dans les stations pour raisons de santé, et d'autre part que le tourisme, le thermalisme ou le climatisme font vivre toute une population. Et on a tout ce discours aussi en lien finalement avec la question des endettements, alors privés pour la période du XIXe siècle et encore en lien avec la Première Guerre mondiale, public plutôt au XXe siècle et au XXIe siècle en lien avec ces crises toutes particulières.
Et je termine parce qu'on pourrait se dire, oh là, tourisme et guerre, la Première Guerre mondiale c'est loin, la Seconde Guerre mondiale c'est loin. Alors certes, hein, l'expérience est une lanterne dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Hein. Petite citation attribuée à Confucius, mais ça nous est quand même très très utile. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a la guerre en Syrie, il y a du tourisme en Syrie. On a notamment les travaux d'Ezaïd Abkaï Kassaou, qui a soutenu sa thèse en 2018 et qui eh bien, aborde cette question. Alors il faut quand même que le front soit stabilisé, évidemment, mais il aborde cette question à partir d'un tour opérateur qui eh bien, permet l'exploration de la Syrie à partir de septembre, à partir de 2015. Donc à partir de 2015, et qui fait que eh bien, on a un certain nombre de touristes qui visitent des lieux. Alors c'est organisé par SOS Chrétiens d'Orient, excusez-moi. Hein, une semaine en pension complète. Et là, vous pourriez vous dire, ah oui, ça c'est du dark tourism en fait, ça n'a rien à voir. Alors en Syrie, non. Hein. En Syrie, ce circuit de SOS Chrétiens d'Orient, il n'y a pas un site en lien avec la guerre. Hein. Donc on visite la masse, on visite Palmyre, donc évidemment quand le front bouge, eh bien on s'adapte. Mais c'est vrai que du dark tourism, il y en a. Il y en a, et avant même que le mot existe. Donc ici on a Walter Austin et sa petite équipe hein, qui, au cours de la Première Guerre mondiale, ce sont des Américains, se décident à faire du tourisme un petit peu original et donc à vouloir se rapprocher le plus possible du front pour se rendre compte de ce qui arrive. Alors ça surprend beaucoup les autorités qui se disent mais c'est qui ça qui dit non, on va un petit peu plus loin, on ne reste pas ici, vous n'avez rien à faire sur ce secteur. On n'a pas beaucoup d'éléments au moment de la Seconde Guerre mondiale par rapport à ça. Là, c'est peut-être aussi des questions de sources, parce que, évidemment, on est sur une situation un petit peu particulière au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais on a la chose au moment de certains mouvements sociaux, comme par exemple au moment des événements de mai 68 en France, où à Paris, on a un certain nombre de personnes qui arrivent avec les appareils photo pour prendre ce qu'il est bon de photographier. Et, semble-t-il, selon certains journalistes, il y a des acteurs qui se font plaisir et qui informent finalement ces personnes sorties en goguette, alors souvent le dimanche. Donc ça veut dire c'est du tourisme de proximité. Par contre, on a sur d'autres événements des choses qui s'organisent en lien avec le front. C'est par exemple le cas en Espagne, au moment de la guerre civile espagnole, les franquistes qui mettent en place les rutas de guerra. Je n'ai pas fait l'espagnol, donc vous m'excuserez. Donc Luis Bolin, qui va être très investi hein, dans le secteur touristique, le développement de ce secteur touristique, va mettre en place en 1938 ces routes de guerre qui permettent finalement de découvrir l'Espagne franquiste, parce que c'est aussi un discours politique qui s'associe à tout ça. Ces routes de guerre, elles fonctionnent en 1938 et en 1939 et elles sont ensuite transformées en routes nationales. Tiens, super, tout se transforme. Bon, alors c'est vrai qu'il y a du tourisme pendant la guerre, mais il y a des perturbations des habitudes touristiques durant la guerre. D'abord, perturbation des flux touristiques. Là, je prends par exemple l'exemple de Mar del Plata. Je m'appuie notamment sur les travaux de Nicolas Bernard, Ivan Bouffet et René Poldès, la géohistoire du tourisme argentin au pur, que vous pouvez lire avec beaucoup de profit. J'en profite aussi pour le dire. Les Sud-Américains qui avaient cette habitude de passer l'hiver austral en Europe, et notamment sur la côte normande, bien ne peuvent plus le faire avec la guerre des sous-marins, la guerre atlantique, à partir de 1915 notamment. Tout ce secteur-là va devoir se reconfigurer et développer un tourisme intérieur avec des stations balnéaires qui vont en profiter. Donc là, par exemple, Mar del Plata, les stations de ski en Autriche également. Certains acteurs vont se dire il y a une opportunité et on va essayer de développer des secteurs touristiques comme l'Algarve au Portugal. Hein, nous avons notamment dans l'ouvrage Tourisme et Grande Guerre une contribution de Joaquim Manuel Vieira Rodriguez. Bon,
ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Donc, comme quoi, on peut partir de bons sentiments et finalement ne pas aboutir à ce qu'on souhaitait. Et puis, la perturbation du secteur touristique, ce sont aussi ces réfugiés. Alors, ça a été une grande surprise pour certains. Il faut croire que les historiens n'ont pas bien fait le boulot. Hein. Donc, Stéphane Tison ou Tom Williams ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais je crois qu'il va falloir qu'on travaille, les gars, là-dessus. Hein, parce que cette situation de crise et des personnes qui se réfugient, qui partent de la grande ville pour aller sur des lieux qui leur paraissent un peu plus convenables, pour rester un temps beaucoup plus long, bien finalement c'est la situation normale d'une situation anormale. Donc il n'y aurait jamais dû y avoir de surprise par rapport à ça. Alors évidemment, quand ces personnes-là arrivent, alors les gens ne sont pas sans cœur, hein, mais bon, les réfugiés malheureusement, au bout d'un certain temps, ça va quoi. On sent bien qu'on est prêt à les recevoir pendant une semaine, un mois, mais si les touristes reviennent à partir de 1915, entre louer pour une saison, évidemment à des prix quand même beaucoup plus intéressants que louer toute l'année, eh bien il va falloir trouver des solutions et déplacer ces populations. Et donc, quand il y a des réquisitions qui interviennent, eh bien, on a un certain nombre de lettres qui reviennent à l'autorité, comme là, monsieur le préfet, un gardien de villa qui indique qu'il n'est pas contre, sans doute, d'avoir la réquisition d'une partie des appartements, il y en a 7, hein, pour faire en sorte que les nouveaux réfugiés puissent trouver à se loger, mais par rapport à l'activité touristique, il faut quand même faire en sorte qu'on puisse s'organiser, parce qu'évidemment, et c'est bien ce qu'il dit tout à la fin, c'est des pauvres gens qui n'ont que ça d'économie. Hein. Donc on voit aussi que finalement il faut trouver un moyen, un moyen pour faire en sorte que l'activité touristique puisse se poursuivre, puisque finalement, à partir de 1915, on a de l'activité touristique. En 1939-1940, la leçon ne sera pas perdue. Hein. J'ai notamment fait un article sur la revue Un Envor qui se trouve toujours en ligne, profitez-en, parce que l'association malheureusement s'est arrêtée, mais on voit bien qu'en 1939 et 1940, les acteurs s'assurent auprès des autorités qu'ils n'auront pas ces fameuses réquisitions qui vont perturber l'activité touristique au cours de la Première Guerre mondiale. Donc on a un peu quand même le souvenir de tout ça. Bon, finalement, on aura du surtourisme allemand en 1940, donc ça va aussi mettre un peu de bazar. Et oui. Alors, guerre et tourisme. Il peut y avoir quelques clientèles nouvelles qui arrivent. Alors, j'ai pas mis la source parce que j'ai trouvé ces affiches sur Internet, hein. Alors ça pose évidemment la question du voyage volontaire de ces populations, hein. Mais la guerre est aussi promue sous des motifs de voyage, de tourisme. Alors, la marine, c'est pour évidemment l'armée américaine. Le Free Trip to Europe Invitation Issued Today, ça c'est pour les Australiens, parce que il faut trouver des volontaires et on le vend donc sous un motif de voyage. Hein, et donc là, voyage, aventure, venez rejoindre les marines, allez hop, c'est parti, comme ça vous chevaucherez la biodiversité locale, découvrez. Alors on peut se dire c'est pas volontaire, les gens ne font pas du tourisme. Si en fait, là on a dans les collections de la New York Public Library des archives qui sont numérisées et qui vous exposent le témoignage d'une infirmière qui s'appelle Ethel Anderson et qui a fait un petit livret, on va dire, on va présenter ça comme ça, de son aventure en Europe et pendant la période où elle se trouve en Europe, en sachant le 7 septembre 1918,
on a un témoignage d'une petite journée touristique du côté du château Pierrefonds. Alors on pourrait se dire, bon, d'accord, mais c'était véritablement très très restreint. C'était quand même pas si facile que ça, parce qu'à la fin, et là c'est vrai que vous ne verrez pas véritablement ce qu'il en est pour ceux qui sont en présentiel, parce que c'est peut-être écrit un petit peu petit. L'ambulance, parce qu'elle ne fait pas toute seule ce petit voyage du côté du château de Pierrefonds, l'ambulance se fait un petit peu réprimander à la fin parce que finalement il y a eu des mouvements sur le front. On a cherché l'ambulance, elle n'était pas là. Donc résultat, cette magnifique journée, splendide je crois d'ailleurs, plaisante, eh bien finalement elle se termine par tout simplement une corvée de chiottes. Voilà ce qu'il arrive aux touristes. Pour les permissionnaires, j'accélère un petit peu parce que sinon Philippe va m'étrangler, il y a évidemment aussi des camps de tourisme qui sont organisés pour les soldats permissionnaires. Les Français encore ça va. Bon, certains en profitent pour aller à Paris. On a notamment les travaux d'Emmanuel Cronier qui sont très parlants de cette activité touristique de la part des permissionnaires français et étrangers. Mais pour les Américains, pour les Canadiens, là évidemment, ils ne vont pas, pendant leur permission, revenir chez eux du côté des Amériques. Et donc les Américains organisent ça très très bien et ils mettent en place des camps de vacances qui permettent aux acteurs touristiques de proposer leurs services. Alors là, vous avez une photo de l'entrée de la Brittany Live Area, donc du côté de la Bretagne, du côté de Saint-Malo. Très aimablement envoyé par Samuel Bosch, qui donc, a été collecté là, très récemment par la Grande Collecte en 2014-2018. Et donc on a finalement une activité touristique qui se développe aussi en lien avec les Américains. Et les acteurs n'attendent pas que les Américains mettent en place ce type de camp, ils proposent aussi leurs services avec des guides qui sont spécialement réalisés pour ces touristes spécifiques. Bon, ici, par le syndicat d'initiative de Nantes et sa région, parce qu'ils n'ont pas réussi à traduire syndicat d'initiative, alors ils se sont dit, bon, on va écrire ça comme ça. Et donc vous avez les 10 circuits pour profiter de la ville de Nantes, avec des publicités qui sont proposées pour évidemment profiter. Le shopping, ça sert à tous. Le Touring Club de France propose aussi une brochure à 300 000 exemplaires, Welcome to France, et puis l'habitude, elle va être gardée. On a la visite de l'Italie aussi qui est proposée au cours de la Seconde Guerre mondiale aux Canadiens, et même en 1940, on a Die Vendée, eine Beschreibung für den deutschen Soldaten, 1940. Donc vous voyez, tout le monde est bienvenu. On a des réflexions qui sont réalisées au cours de la guerre, parce qu'on est très dans la crise sanitaire, elle est toujours là, évidemment, mais beaucoup de... Le monde d'après, en fait ce serait le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après, parce que le monde d'après, on voit ça déjà dans la littérature en 2001. Le monde d'après, c'est après la littérature, c'est dans la littérature après la crise suprême de 2008, et donc le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après, c'est maintenant. Mais dès 1915, on a quelqu'un qui est envoyé aux États-Unis, Pierre Chabert, et qui est envoyé parce que, ici c'est le petit passage qu'on voit en avant-propos, le tourisme est en effet la première industrie qui peut nous permettre, au lendemain de la victoire, d'assurer la récupération de nos pertes et une rapide reconnaissance générale, la base la plus certaine et la plus large. Il remet son rapport en 1916, et donc c'est publié en 1918, des réflexions sur comment finalement développer le tourisme à partir du cas américain. On a la même chose aussi en Amérique du Sud, quelqu'un qui est envoyé en Amérique du Sud. Et puis on a toute la politique d'investissement. Ici, le Touring Club de France en 1917, non, ça c'est la campagne de 1918, qui invite les collectivités à investir, et notamment pour favoriser la visite de nos sites et de nos monuments par les centaines de milliers d'étrangers. Centaines de milliers d'étrangers, on ne plaisante pas. L'objectif, c'est véritablement de faire revenir l'argent qu'on a dépensé au cours de la guerre. Mais quelle réalité de tout ça finalement? C'est ma deuxième partie, je vais aller assez vite là aussi. C'est vrai que ces périodes de guerre
moment de réflexion, en termes d'application, il y a véritablement une réflexion qui est mise en place très très rapidement pour ne pas perdre finalement ce souvenir de la guerre, parce qu'on a l'idée que c'était pas possible, c'est pas possible d'oublier. Donc là, c'est une carte postale qui est en lien avec un circuit touristique mis en place dès le début de 1919. Et dès le début de 1919, les gens qui visitent ça, ceux qui ont été soldats, mais ils ne reconnaissent pas tout. Parce que les choses ont déjà commencé à changer. Et donc, il y a ce lien avec donc, ce souvenir qui risque de s'effacer très très rapidement et qu'il faut finalement entretenir. Et donc, les circuits touristiques y participent. Donc, généralement en partant de Verdun. Donc là, vous voyez, il y a en plus les prisonniers allemands qui regardent passer les touristes. Hein. Bon, on voit que les Allemands, ça fait pas grand-chose. Donc, on voit bien finalement passe devant des prisonniers Boche inactifs. Et donc ce souvenir, il est véritablement là, mais il mérite, il demande à être organisé. Avec cet élan patriotique, on a des guides touristiques qui sont mis en place dès 1917, mais là, après la guerre, il importe aussi de montrer que ce souvenir, c'est un souvenir patriotique, et la toute dernière ligne vous l'indique, Weizsäcker, c'est un éditeur de guides allemand, donc vendre ou acheter le Weizsäcker, c'est donner de l'argent à l'Allemagne. Les choses sont claires, mais on a une concurrence qui s'organise finalement entre les pèlerins et le tourisme de ruine, ceux qui pratiquent le tourisme de ruine, et une cohabitation qui est très compliquée dans les années 20. Quand je vous disais, pour certains, il y a quand même le fait de se dire que les choses ont changé. Là, on voit ce soldat qui ne montre rien finalement, le paysage il est désert, et il dit « nous y étions ». Parce qu'en effet, quand lui revient en 1919, il va trouver de la végétation sur place. La forêt qui occupe les espaces aujourd'hui dans ces secteurs, par exemple de Verdun, c'est une politique qui intervient dans les années 1920. Mais on a déjà ces transformations, ces ruines qui disparaissent et qu'il faut préserver, comme ici l'abbaye de Saint-Éloi, qui se voit de loin et qui a été conservée pour ça. Alors là c'est vrai, il y a des tombes, mais on a un certain nombre de ruines qui ont été conservées pour témoigner de la Première Guerre mondiale. Pourriez-vous dire, bon, pas d'importance. Aujourd'hui, on se pose la question, en 2020, en 2021, est-ce qu'il va y avoir des monuments qui seront édifiés par rapport à cette crise? Quel souvenir on en aura de cette crise? Et je dis ça d'autant plus par rapport, par exemple, à Xintia. La tempête Xintia qui intervient en 2010. Là, je fais un petit clin d'œil finalement à l'association AVIF et notamment à François Anil. Cette association, elle a souhaité garder un monument qui rappelle finalement cet épisode de Xintia qui finalement aurait été complètement, progressivement oublié. Et ils avaient fait un petit monument, illégalement, sur un terrain occupé illégalement. Et le préfet a dit « Ah non, mais moi je veux pas de ça. Je ferai en sorte de détruire ce monument très rapidement dès que j'en ai la possibilité. » Et l'association avait dit « Chiche ». Voilà. Et désormais, il y a un monument officiellement qui rappelle le souvenir de la catastrophe de Xintia. Mais il a fallu donc finalement s'imposer pour faire en sorte qu'il y ait un souvenir, et donc peut-être que la question se posera à nouveau sur ces éléments. Et puis il y a évidemment des constructions qui sont faites en propre, donc là par exemple l'ossuaire de Douaumont, et qui donc permettent ce rattachement à l'activité du tourisme de pèlerinage et puis tourisme de mémoire, qui évidemment se développe désormais en majorité sur ces territoires. Il y a des périodes où il y a évidemment des concurrences. Je le dis ça aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale par exemple. Sur la côte normande, la question ne se pose pas. Il y a eu un débarquement le jour J. On a une activité en lien avec ce tourisme de mémoire. Mais je rappelle qu'il y a eu aussi au mois d'août 1944
un débarquement auquel les Français d'ailleurs ont participé. Si vous vous intéressez à ce débarquement, vous ne trouverez que très très peu d'éléments. Les choses ont été effacées. Par exemple, à Saint-Tropez, la petite station balnéaire de Saint-Tropez, elle a en grande partie reconstruite. Certes, les murs étaient là, mais on a fait justement aussi un oubli de ces épisodes de débarquement. Alors que ces grands aménagements en lien avec la guerre ont quelquefois permis du réemploi et de la récupération, recyclage finalement par la société civile. On est ici à l'aérodrome de la Baule-Escoblac. Cet premier aéroport, eh bien, il a été construit au moment de la Première Guerre mondiale, ouvert à l'aviation civile en 1934. Bon, on a plein de choses comme ça, les transformations foncières qui interviennent, des lotissements qui s'installent sur d'anciens camps, les surplus militaires qui sont réemployés, récupérés pour, par exemple, équiper des colonies de vacances à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ou pour le camping, pour récupérer du bois et faire des cabines de plage. Bref, la Première Guerre mondiale, les guerres en général, et même chaque crise sanitaire, c'est l'occasion finalement aussi de recycler les choses, de trouver des opportunités, de trouver aussi quelquefois de nouvelles clientèles. Là, je pense que Gonel Greff évoquera la question des hôteliers et la perspective de se dire c'est l'occasion peut-être d'accueillir des membres hospitaliers, de nouvelles activités par rapport à ce contexte, chose qu'on voyait déjà un petit peu avant, avec la volonté d'accueillir des Américains, d'accueillir des réfugiés, d'accueillir des indésirables, c'est-à-dire des personnes étrangères des pays hostiles, et qui font que finalement on essaie de trouver une multitude, une diversité, une diversification des clientèles de façon à équilibrer les budgets. Parce que c'est aussi ça finalement, le tourisme, ce n'est pas que du loisir et du non essentiel, c'est aussi toute une activité qui se met en place et qui joue de ce petit... alors est-ce que la vidéo va partir? Je ne sais pas, mais on va bien voir. Joue de ce petit fil qui fait que on aborde toute une période aussi avec des acteurs qui essaient de trouver des solutions à des situations un petit peu exceptionnelles et en variant finalement les discours. Alors, ce que dit souvent Philippe Violier, c'est que il faut savoir finalement tout le temps changer. Hein, je ne sais plus pour durer, il faut savoir et durer. Durer, c'est changer. Voilà. C'est Johnny Hallyday qui a dit ça. Ne donne pas ses sources, Philippe. C'est Johnny qui a dit ça. Je renvoie à un de nos bouquins il y a quelques années. On avait cité Johnny Hallyday. Chacun ses sources. Hein. Comme quoi Johnny est aussi essentiel. Hein. Absolument, absolument. Pardon. Et hop là, je vais voir si le son fonctionne. Oh là là, t'as cliqué sur des boutons, Yoran. Je ne suis pas sûr que tu as bien raison. À mon avis, là, tu es très audacieux. Mais. J'essaie de trouver le son, alors. Mais tu devrais l'avoir, le son dedans. Bon, lance-le. On va voir si ça marche. Mais vous allez voir, alors évidemment, je suis sorti. Tu n'as pas posé la question à Gilles? Non, je n'ai pas posé en amont. Alors, attendez, c'est comme toujours le 1. Je vais le lancer comme ça, alors en espérant que ça marche. J'espère que sur Teams ça marche aussi. Les arbres parlent. Ouais, on va parler d'enracinement. Les arbres parlent. Ah, c'est figé, d'accord, ça ne marche pas. Les arbres parlent. Ah, Christophe, évidemment. Comment tu m'as reconnu? Je sais pas. Il y a des choses comme ça qui font que... Alors. Pourquoi ça ne veut pas? On va faire comme ça. Ça ne veut pas non plus. Bon, c'est pas grave.
Bon, bah, ce que j'avais, enfin, je vous avais indiqué que c'était l'occasion finalement de se réveiller tranquillement avec une petite vidéo en fin de série. J'aurais fait en même temps un petit clin d'œil à Philippe Violier, qui aurait peut-être fait chauffer le moteur du camping-car pour faire un petit tour du côté des Vosges. Mais cette vidéo que vous retrouverez, qui a été mise en place et que Thérèse Rouleau-Raco m'a aimablement indiqué, permet de voir, peut-être qu'on mettra un lien, je ne sais pas. Oui, on rajoutera le lien. Donc tout ce lien finalement entre tous ces sites de mémoire de 1870 jusqu'à 1945 et tous les métiers qui sont en lien avec ça, parce que vous voyez la clé de l'hôtelier, la gastronomie, hein, donc ça vous aurait peut-être donné un petit peu faim. Et finalement, c'est un peu tout ça finalement qui est mis en valeur. On parle de la guerre, mais on parle d'un esprit qui se développe au-delà finalement des seuls tourismes de mémoire, du seul pèlerinage de ce que c'est finalement vivre ensemble, parce que c'est ce que raconte finalement cette vidéo que je ne peux pas vous montrer. Et finalement, c'est aussi ça le tourisme, c'est aussi ça du vivre ensemble, même en temps de crise. Merci, j'ai fait un peu long. Donc une question de Nicolas Bernard de l'UBO sur les guides Hachette, les guides Michelin qui portent sur les batailles. Hachette, qui portent sur les batailles. Oui, les champs de bataille, parce qu'en effet, dès 1917, on a des éditeurs qui mettent en place des guides des champs de bataille. Donc on voit bien qu'il y a finalement un marché qui se met en place avant même la fin de la guerre, hein, qui essaye de répondre à l'intérêt des publics, avec des difficultés aussi en termes d'organisation, hein, parce qu'évidemment il faut réussir à essayer de faire en sorte que ça réponde à l'intérêt du public, tout en faisant en sorte que cette activité se fasse en toute sécurité. Alors on a des circuits qui évoluent, hein, dans les premières années, en lien avec ce qui est ouvert et ce qui n'est pas ouvert. Quand vous allez visiter un champ de bataille en 1919, il n'est pas impossible que vous tombiez sur quelques bons, hein. Donc quelquefois les personnes qui ouvrent ce type de site doivent s'occuper des touristes qui vont faire un pique-nique à un endroit, donc là non. Et puis d'autres fois il faut s'occuper de la personne parce qu'elle est blessée, elle est tombée sur une cartouche qu'elle n'aurait pas dû manipuler. Et donc ces guides évidemment essayent de répondre aux attentes des publics. C'est le cas donc notamment du guide Michelin, ensuite des guides bleus, hein, qui vont donc se développer. On a donc les Baedeker, les Meuret qui se mettent également en place, avec bien souvent des cartes qui sont entre guillemets didactiques, hein. Donc il y a évidemment la mise en perspective des différentes lignes qu'on peut trouver, les lignes de front, hein, qu'on peut trouver encore à l'époque, jusqu'à ce qu'elles disparaissent finalement dans le paysage. Qu'elle se substitue à une activité muséale de mieux en mieux mise en avant. Mais on a des secteurs, par exemple dans le Tyrol italien, qui sont difficilement accessibles et qui, de ce point de vue-là, quelquefois donnent lieu à des sites entre guillemets de substitution. Mais c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, hein. Le guide du routard, c'est un très gros marché, ces guides touristiques des champs de bataille. Ouais, je vais passer la parole à Christophe Guibert avant de donner la parole. Christophe, tu avais une question? Oui, merci Yoann pour cette présentation. Notamment dans la première partie du... Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Dans la première partie du XXe siècle, Yoann, est-ce que ce tourisme de guerre profite toujours exclusivement à des catégories sociales qui recrutent dans la grande bourgeoisie, la noblesse, etc. Ou est-ce que ce tourisme de guerre, comme tu l'appelles, bénéficie aussi à des catégories sociales plus modestes? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, tu as raison, hein, d'évoquer les différentes catégories sociales qui ont la capacité ou non de faire ce tourisme de mémoire.
Alors, ceux qui ont les moyens, qui économisent le moindre denier, essayent en effet de faire au moins une fois ce pèlerinage, ce qui n'est pas sans difficulté, évidemment. Sachant qu'il y a des associations qui se mettent en place et qui, justement, aident les familles pour qu'elles puissent faire ce grand voyage. Et puis, il y a du tourisme, entre guillemets, sur des sites de substitution, par exemple Sainte-Anne-de-Noret ou dans les Deux-Sèvres. Tu m'entends pas, Christophe? Non, c'est bon. Isabelle, arrête de taper sur ton écran, coupe ton micro. Je vous présente Isabelle Saccaro. Là-bas, voilà, coupe ton micro, merci Isabelle. Voilà. Et comme je le disais, donc des sites qui sont créés en province ou qui sont recyclés en province, de façon à ce que les personnes les plus modestes puissent quand même, au cours d'un moment particulier, faire ce tourisme de deuil, parce que c'est bien souvent ça pour le pèlerinage. Et donc on a aussi des micro-sites finalement qui se développent en lien avec cette thématique. Alors quelquefois donc très loin du front, mais évidemment c'est un budget qui est conséquent et donc pour une bonne partie de la population française ou étrangère, c'est une activité qui se fait plus ou moins en voyage organisé. C'est le cas aussi pour les Italiens. Les fascistes italiens, par exemple, se rendent dans les années 30 assez régulièrement à Verdun. Bon, après, je crois que c'est en 36 ou en 37, les relations internationales se crispent entre la France et l'Italie. Donc les fascistes italiens ne vont plus à Verdun. Ils disent non, maintenant il faut aller en Italie. Et donc ça va développer le tourisme de guerre, le tourisme en lien avec les ruines en Italie, mais il y a véritablement plusieurs formes de tourisme qui se mettent en place et ce ne sont pas forcément que des touristes les plus aisés qui peuvent profiter, entre guillemets, de ce type de tourisme. Merci Johan. Donc je vais passer la parole à Caroline Dondy, puis après Emmanuel Vernadakis. Merci Johan pour cette présentation. En fait, Christophe m'a en partie sorti les mots de la bouche, puisque moi la question que je voulais vous poser, c'était par rapport à notamment à l'image que vous avez montrée de cet été 1917 à Quiberon, c'était savoir qui était le profil de ces touristes. Est-ce qu'il y a eu, on peut malgré tout à travers les sources essayer de profiler ces touristes, à la fois sur le plan social, est-ce que c'était effectivement des élites ou pas? Et puis c'était également aussi du coup se poser la question des logiques spatiales qu'il pouvait y avoir dans les flux. Est-ce que c'était des flux essentiellement de gens qui vivaient à proximité? Voilà, c'était un peu savoir qui étaient ces touristes et également aussi se poser la question est-ce qu'il y avait des pratiques qui ont un peu divergé par rapport aux autres étés en période de non-guerre en fait. Alors, une multitude de questions, mais alors par rapport au profil des touristes. Alors, on est dépendant en fait des statistiques qui sont conservées dans les archives. Donc, pour la Première Guerre mondiale, ce n'est pas forcément évident dans la mesure où les statistiques se développent plus pour la France à partir des années 30, quand justement les personnes essayent de savoir l'effet des congés payés. Et donc à ce moment-là, en effet, on a peut-être plus d'éléments pour la Seconde Guerre mondiale, même si au cours de la Seconde Guerre mondiale en France le tourisme est sans doute un petit peu plus perturbé. On a une poursuite malgré tout, donc en 1915 de cette activité touristique, avec une poussée du entre guillemets tourisme intérieur. Alors Thomas Cook était très favorable pour faire en sorte que les Anglais puissent revenir sur la Côte d'Azur et organise en 1915 des voyages de façon à ce que les personnes reviennent sur la Côte d'Azur. L'activité finalement elle reprend comme d'habitude. Bon, quand il faut traverser la Manche et risquer d'être torpillé, là non, les Anglais ils ne reviennent plus. Donc ça implique évidemment pour les professionnels de s'adapter. Pour la Côte d'Azur, ils perdent la clientèle anglaise, c'est embêtant, mais bon. Ils perdent aussi et surtout la clientèle allemande et austro-hongroise, par exemple à Menton. Or, les Allemands et les Austro-Hongrois, c'est une très grosse clientèle à Menton. D'ailleurs, les Allemands restent le plus longtemps possible à Menton parce qu'ils ont peur que leur villa soit saccagée.
Bon, résultat, évidemment, ils seront arrêtés. Donc ceux qui sont en âge de combattre, ils vont dans les camps des indésirables, hein, donc des hôtels, hein, des établissements qui sont ouverts spécialement pour eux, ce qui pose d'ailleurs des questions par rapport à l'acceptabilité là aussi de ce type de personnes au sein des stations balnéaires bien souvent. Ronan Richard d'ailleurs a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et puis évidemment en termes de flux et de sociabilité, il y a les perturbations en lien avec les nouvelles stratégies qui ont été pensées dans les années, au cours de l'année 1914 et au début de 1915 pour bien faire en sorte de trouver un revenu pérenne. Donc, quand on évoque aussi la question des flux, on arrive très rapidement à la question des concurrences en fait. Le tourisme il se poursuit. Pour certains hôteliers c'est compliqué parce que certains hôteliers ont trouvé une solution miracle. On va accueillir des convalescents. On va accueillir éventuellement des soldats. Alors les soldats ce sera plutôt en 1917-1918 parce que ça fait un revenu plus pérenne. Même si pour les réfugiés c'est compliqué, là les soldats c'est mieux. Enfin, surtout les soldats américains. Donc, en 1918 à Quiberon, il faut réserver. Hein. Sinon vous n'êtes pas sûr d'y curer, vous n'êtes pas sûr de trouver de l'hébergement à Quiberon en 1918. La fin de la guerre, l'armistice, c'est novembre 1918. Donc il y a ça qui entre aussi en ligne de compte, qui évidemment fait que ces guerres, entre guillemets, sont des périodes très intéressantes sur des contextes qu'on peut retrouver aujourd'hui, des stratégies d'hôteliers qui ont essayé, quelquefois plutôt, de proposer leurs services pour les soignants. Pendant un temps, il a été question pour les malades, mais enfin, ça s'est vite arrêté. Et puis maintenant, aujourd'hui, pour les mises en quarantaine. En France, ça se voit peut-être un petit peu moins, mais en Irlande, si vous allez en Irlande, vous avez des hôtels qui sont spécialisés là-dedans et vous ne pouvez pas choisir votre hôtel quand vous faites votre quarantaine. Donc là aussi, je pense qu'il y a un gros questionnement, on en parlera peut-être, mais il y a un gros questionnement par rapport à ça, par rapport à ces clientèles. Alors, sachant que nous sommes en 1914-1918 dans un contexte où tout le monde ne peut pas prendre de vacances, donc évidemment c'est aussi la poursuite d'une certaine clientèle qui émerge, et le fait que bien souvent ces caisses de résonance que représentent ces grandes crises mettent en place finalement des choses qui ont commencé déjà à émerger sur les périodes précédentes. La période 14-18, à notre avis, parce que je mets Yves-Marie et Vanou dans la barque, pour nous, cette période, c'est un enracinement du tourisme en Europe. C'est ce que disait d'ailleurs Patrick Arasmadi, c'était toujours posé la question, pourquoi on a du tourisme élitiste au 19e siècle et on a un tourisme de masse qui se développe dans les années 20 et 30 ? On a quand même une période un peu particulière qui est là et qui justement a sans doute servi toutes ces politiques d'investissement, toutes ces politiques de réflexion ont sans doute servi aussi à enraciner finalement des pratiques. Et on aurait la même chose au moment de la Seconde Guerre mondiale. On a une pratique du tourisme via les campings qui se développe très fortement dans les années 30. Alors le tourisme, c'est pas le tourisme du pauvre, hein. Il faut avoir de l'argent pour faire du tourisme dans les années 30, mais qui se développe très fortement dans les années 50-60. On a sans doute là aussi des choses à creuser par rapport à ça. Une question d'Emmanuel Bernadakis. Emmanuel ? Oui. Excusez-moi, j'essaie de fonctionner mon micro. Bonjour. Merci beaucoup, Johan. Enfin, en fait, c'est une question qui émane d'une petite expérience personnelle, parce que nous avons une petite maison de vacances dans un village en Crète, et tous les ans, on voit défiler des dizaines d'Australiens devant la maison, et on sait à un moment donné demander pourquoi, parce qu'ils s'arrêtent, on en parle,
on s'est demandé pourquoi il y a autant d'Australiens dans notre village, parce qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un vienne le visiter, étant donné qu'il y a tellement de choses par ailleurs à voir en Grèce que voilà, on est impressionné. Donc ils nous ont dit que dans leur manuel d'histoire, le nom de ce village figure comme un lieu historique pour eux. Parce qu'il y a eu une bataille à laquelle plusieurs Australiens ont été tués avec les Allemands par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale, dans la bataille de Galata. Galata, c'est le nom. Et j'étais curieux et j'ai essayé de voir comment, j'ai regardé dans les guides touristiques et aucun guide touristique français en tout cas ne mentionnait ce fait. Et en posant des questions donc, à ces personnes, ils m'ont dit qu'ils ont su tout ça par leur manuel d'histoire, mais aussi par leur littérature. Il y a des livres de littérature locale, sans doute, que nous ne connaissons pas forcément parce qu'il ne s'agit pas de grands romans, mais qui en parlent et qui sont lus par les Australiens. Et tout le monde sait que c'est un livre attaché à l'histoire de l'Australie. Donc, la raison pour laquelle nous voyons beaucoup d'Australiens défiler dans ce village. Pour faire aboutir à ma réflexion, c'est que bien sûr, les guides touristiques et les manuels sont ce qui déclenche, bien entendu, l'intérêt touristique d'un lieu, mais la littérature aussi. Dans la littérature, on voit aussi un lieu de la mémoire et de l'imaginaire, et je crois que c'est aussi quelque chose qui participe grandement à l'intérêt touristique des lieux. Oui, mais... voilà, c'était juste cette remarque que je voulais faire, parce que dans ta communication, tu as parlé du pèlerinage, de la mémoire, mais je pense que la littérature y joue aussi un rôle dans ces sanctifications des lieux. Oui, Emmanuel, tu as tout à fait raison. Hein, forcément, chaque nation n'a pas vécu de la même façon la guerre mondiale. Hein. C'est la guerre mondiale, mais chacun finalement a son approche différente par rapport à des zones de conflit qui sont différentes, qui sont différents également. Aujourd'hui encore, même c'est une mise en tourisme entre guillemets qui se fait avec le tourisme chinois. Des acteurs locaux, alors pas là en lien avec la littérature, mais des acteurs aujourd'hui en région parisienne qui profitent de leur aura personnelle pour se positionner comme les chantres finalement de ce tourisme de mémoire et pour finalement porter toutes les mémoires. Les Australiens, évidemment, si tu les vois passer du côté de la Grèce, c'est sans doute pas un hasard. Hein. Tu parlais de Galata. Il y a évidemment le très grand site de Gallipoli, qui dira peut-être quelque chose à certains, mais à beaucoup de Français qui ne dira rien. C'est vrai que pour les Français, ce sera Verdun. Pour les Anglais, ce sera la Somme. Et on voit bien finalement que les pratiques, elles ne sont pas du tout semblables entre les Français. Les Allemands aussi ont Verdun. Et donc la mise en tourisme de la part aussi de ces acteurs auprès des Français et des Allemands n'a pas été quelque chose d'évident. Les Allemands avaient une très grande crainte de se faire vilipender en revenant à Verdun. Ils reviennent de la deuxième moitié des années 1920. Les Australiens ont aussi une vision de la distance qui est différente et que je pense on retrouve aussi auprès des Américains. Par exemple, les Australiens, quand ils font le tourisme de mémoire en France, ils arrivent à Paris et ils font des kilomètres pour visiter les différents sites, mais ça sur une journée. Et ils ont des attentes qui ne sont pas tout à fait comme l'ensemble des touristes, notamment en termes de restauration. La restauration
Manger à la française, le restaurant à la française, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent des sandwichs. Et donc, ça veut dire des adaptations des acteurs, notamment il y a une contribution de Claire Dupuis là-dessus, pour bien aussi contenter ces personnes-là. Donc, ça explique aussi que cette activité, c'est pas seulement de l'offre, c'est aussi correspondre, mettre en relation, en lien avec la demande, et réussir cette connexion de façon à ce que les choses fonctionnent. Et évidemment, la participation de la littérature, elle a son importance dans la communication, dans l'imaginaire, mais aussi dans la communication. On a des sites qui sont utilisés parce que il y a l'aura finalement d'un grand écrivain dont on a trouvé la dépouille et qui permet finalement d'évoquer ces lieux aussi en lien avec sa production. En fait, une connexion de l'histoire de la littérature avec l'histoire d'écrit géopolitique, et ça évidemment ça fonctionne à plein. Merci Johan. Merci.